Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà merci à vous de me suivre pour tous ceux qui sont sur Instagram, sur LinkedIn ou sur YouTube. Merci. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, ça donne un peu de force et ça fait plaisir. Le but de cette vidéo, enfin l'idée en tout cas, c'est de vous partager mon parcours, mon expérience, parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux, mais qui ne savent pas forcément d'où je viens, ce que j'ai fait. Il y en a beaucoup qui sont là juste parce qu'ils voulaient gagner des iPhones ou de l'argent. Ou des PS5 pour ceux qui sont là depuis plus longtemps. Des PS5 ou des voyages aussi. C'est ça. Ou des voyages. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui nous suivent, donc je voulais vraiment me présenter, on va dire de façon très transparente et avec tout l'historique et la genèse de Transacoto pour bien comprendre d'où je viens, ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Et d'ailleurs, pour commencer, je vais remercier une personne. Je remercie Yann Delplanque du podcast Dans la boîte à gants, puisqu'il m'avait reçu dans son podcast il y a, je crois, 4 ans de mémoire, si je ne me trompe pas. On avait fait un gros format de 2h30 où je raconte vraiment toute l'histoire. Là, j'essaie de vous faire un truc peut-être en 15, 20, 30 minutes maximum, mais je raconte vraiment toute mon histoire dans tous les détails dans son podcast. Yann, si tu remarques cette vidéo, encore merci. Et du coup, pour revenir sur mon histoire, moi déjà, la particularité, c'est que j'ai pas de diplôme. J'ai juste un BEP vente, mais je suis un passionné de caisse depuis tout petit. Donc comment je suis passé de la Golf 3 VR6, cette photo qui est épinglée sur mon profil Instagram, à la GT3, parce que ça, c'est vraiment ma caisse de rêve, avec une config. Moi, je trouve qu'elle est dingue. Mais après, bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Donc, c'est de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour passer de cette petite Golf à cette magnifique 911 en étant, je dirais, concis. Alors, moi, j'ai fait donc mon BEP vente. Ensuite, j'ai pas été plus loin. Pourquoi ? Parce que j'ai fait mon BEP en alternance. Et en alternance, j'étais très bon dans le commerce. Et mes patrons voulaient me garder en CDI directement. Quand tu es jeune, tu veux de l'argent. Donc, j'ai pas poursuivi et je suis resté en CDI directement. Mais à côté de ça, je m'occupais déjà d'acheter, de vendre des voitures, je faisais du business d'achat-vente et tous mes potes, quand ils voulaient acheter ou vendre une voiture, ils passaient par moi. Et Transacoto, le déclic, comment ça s'est passé, c'est qu'un jour, en fait, je vends la voiture de ma belle-mère, puisqu'elle vendait sa caisse, elle en voulait 25 000 euros, Audi leur prenait 20 000, et elle me dit, voilà Mickaël, ils me reprennent la voiture 25 000 euros, ils me la reprennent 20 000 euros, mais je sais qu'elle en vaut 25, et ça m'embête de perdre autant chez le concessionnaire. Donc là, je dis ok, je vais m'en occuper, c'est ce que je faisais déjà pour des potes à moi. Je m'occupe de lui vendre la voiture, je lui vends 25 000 euros et là, elle me donne un chèque de 800 euros. Et donc, du coup, elle a gagné quand même 4 200 euros en me donnant 800. Et je me suis dit, il y a forcément d'autres gens qui sont comme elle et qui ne veulent pas perdre d'argent chez les concessionnaires, mais qui ne veulent pas s'embêter à faire le marchand de tapis au coin de la rue avec les particuliers. Et l'idée, elle est venue de là. Donc, premier temps, j'ai imprimé des flyers, j'ai commencé à déposer des flyers sur des voitures, des pare-brises dans des parkings. Et sachant qu'à cette époque-là, pour bien vous resituer, et c'est important pour ma valeur à l'argent, c'est que moi je suis issu d'une famille où mes parents, mon père et ma mère étaient ouvriers. Moi, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Et moi, à cette époque-là, je travaillais à la poste, je livrais des colis et je gagnais 1 200 euros à peine. Donc moi, le matin, je me levais à 6h, je livrais mes colis jusqu'à midi. Et pendant toute ma tournée, je distribuais des flyers. L'après-midi, les gens m'appelaient pour vendre leur voiture. Et j'ai commencé comme ça. C'était comme ça le début de l'aventure Transacoto, en allant à domicile chez les gens. J'ai trop du mal avec les che et les se parfois. J'allais chez les gens pour les aider à vendre leur voiture. Donc là, j'avais pas de boutique. On s'occupait juste, je m'occupais juste d'aller chez eux, prendre les photos, de commercialiser les voitures et donc de les vendre. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment tout bête. Je me suis dit, il y a un marché. J'ai pas fait forcément de benchmark ou de business plan. J'ai fait mes calculs très rapidement, mais moi j'ai toujours été un fonceur. Donc généralement, moi je fais et je réfléchis après. Donc un peu moins maintenant parce que j'ai une équipe, on a beaucoup d'argent, on a des salariés, donc forcément on réfléchit un petit peu plus. Mais j'ai toujours été un fonceur et je le suis toujours. Généralement maintenant je fonce et c'est Blanche qui réfléchit. Mais j'avais déjà cet ADN-là. Donc je fais mes flyers, je les distribue, ça prend tout de suite, les gens m'appellent. Le matin, je livre des colis. Je rentre chez moi le midi, je me change en speed avec un costard que j'avais acheté chez Zara. Et l'après-midi, j'allais chez eux pour vendre leur voiture. Et c'est comme ça que l'aventure, en fait, elle commence, tout simplement. Et ma première voiture, ça a été une Golf 3 VR6, la fameuse Golf 3 qui est sur mon compte Instagram. Et cette voiture-là aussi, elle fait presque partie de l'histoire de la boîte parce que c'est elle qui m'a permis un petit peu de me lancer. Puisque quand je l'ai vendue pour avoir des fonds pour vraiment booster l'activité Transacoto, la personne à qui je l'ai vendue 10 000 euros, je l'avais acheté 6 000 euros à l'époque, et cette personne-là, elle plie la voiture au bout de 10 jours. Et moi, au bout de 10 jours, je lui rachète 500 euros. 500 euros, je la répare, j'en ai en tout pour à peu près 4 500, 5 000 euros de frais.
Donc grosso modo, elle me revenait à un peu moins de 6 000 € la voiture. Et je l'ai revendue le double quasiment 10 jours après. Donc je vais vous mettre aussi dans la vidéo les petites photos de la voiture d'avant, de l'accident. Avant, pendant, après. Exactement, avant, pendant, après, parce que c'est une histoire de ouf. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir un peu plus de trésorerie. À côté de ça, j'ai continué à faire de l'achat-vente tout en aidant les particuliers à vendre leur voiture. Et à un moment donné, en fait, je me suis vite rendu compte que aider les particuliers à vendre leur voiture, ça me rapportait beaucoup plus d'argent qu'acheter et de vendre des voitures. C'était moins compliqué, c'était moins chronophage. Enfin, il n'y avait que des avantages. Et c'est comme ça en fait que j'ai petit à petit arrêté d'acheter des voitures et que je me suis lancé à 100% dans la voiture Transact Auto. Donc là, j'étais en CDI à la Poste, j'ai plaqué mon CDI et j'ai pris les économies que j'avais et j'ai commencé à faire que ça à 100%. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là. Ensuite, je prends un premier magasin physique. Je rencontre des gens parce que dans mon parcours, ce qui fait que je suis pas trop mauvais dans les affaires, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens. Notamment un de mes premiers clients qui s'appelle Vincent Juillet. Je vais mettre sa photo quelque part parce que Vincent, je pense que je peux trouver une photo de lui sur internet. C'est quelqu'un qui était déjà dans les affaires, il faisait de la fusion-acquisition, donc il était déjà dans la vente de fonds de commerce et de structures et il était vraiment dans la partie entrepreneuriale. Et il m'a aidé sur pas mal de sujets alors qu'à la base j'étais juste venu vendre sa voiture. Et puis il s'est intéressé un peu à ce que je faisais, il m'a conseillé, donc je vais mettre sa photo à Vincent. Il a écrit un bouquin d'ailleurs, Vincent, c'est quand même quelqu'un de reconnu dans la finance. Et il m'a un petit peu accompagné sur comment structurer ma boîte. Donc c'est là où je parle souvent, je parle de réseau, de rencontres, etc. En général, on ne se fait jamais tout seul, c'est très rare. Moi, dans mon parcours, j'ai toujours rencontré beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi. Moi, j'ai pris aussi des risques, forcément. Mais Vincent m'a aidé en tout cas au début quand j'ai structuré la boîte. Et ensuite, donc, j'ai eu ma première agence. Et comment est arrivée cette idée de la franchise? C'est tout bête, j'ai vendu une voiture à un client. En échange, il a kiffé un petit peu le concept et me dit, moi, je kifferais trop faire ce que tu fais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la franchise. Et j'ai ouvert un magasin, puis un deuxième, puis un troisième. Et on arrive très facilement à 10-15 points de vente. Et là, je voulais vraiment me développer de manière très forte. Donc là, on était à peu près en quelle année? Ça faisait combien de temps que tu avais créé Transact Auto? On devait être en. J'ai créé en 2011, on devait être en 2016? Non, 2012. Ah oui, donc Ouais, assez rapidement. ça a été assez vite, mais après, je voulais aller beaucoup plus vite. Et du coup, je prends quelqu'un avec moi qui allait s'occuper de la partie recrutement, et c'est là où l'histoire est un peu moins drôle. C'est moins drôle. La partie recrutement des franchisés et développement de la franchise. Et pour la faire courte, ce mec que je prends pour développer la franchise, il me l'a fait un peu à l'envers, il me l'a fait beaucoup même à l'envers, parce qu'aujourd'hui c'est devenu mon concurrent numéro 1. Ah! Pour faire simple, c'est qu'en fait dans les contrats qu'il faisait signer, il avait mis une clause qui permettait aux franchisés de quitter mon réseau si jamais lui quittait mon réseau. Voilà, ça s'appelle une clause d'intitu personae. Bien souvent, dans les contrats de franchise, on les met, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand tu es franchiseur et que tu signes un contrat avec quelqu'un, tu as cette clause-là pour bien stipuler que le contrat que tu signes, il te lie à la société qui va exploiter ton enseigne, mais surtout au gérant qui, lui, est dans le contrat. Et toi, en tant que franchiseur, tu signes parce que cette personne va gérer la boîte qui va exploiter ton enseigne. Et donc lui, il a pris cette clause-là, il l'a mis dans l'autre sens en disant que si lui quittait l'entreprise, les contrats devenaient caducs. Donc ça, il l'a fait à mon insu, forcément. Mais il ne serait pas en train de me la faire à l'envers, hein? Moi, à l'époque, j'étais un petit peu novice dans les affaires et je ne m'étais pas abordé juridiquement. Donc ça veut dire que quand moi, je me suis rendu compte de ça et qu'il est parti et qu'il a commencé à monter sa boîte, en fait, juridiquement, je n'avais aucun moyen de prouver que j'étais pas au courant qu'il avait mis ça dans les contrats. Parce que les contrats étaient signés en mon nom, il y en avait qui étaient signés aussi à son nom. Mais il n'y a rien qui prouvait que j'étais pas au courant que cette clause était dans le contrat. Ce qui fait que quand il est parti, je suis passé quasiment de 20 ou 25 points de vente, ou 30, je ne sais même plus à combien on était, mais j'ai perdu une vingtaine de franchisés qui sont partis dans son réseau. Et surtout, je me suis retrouvé à perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que avec cette clause-là, les contrats devenaient caducs, mais j'avais l'obligation de les rembourser. Tu suis comme elle ou pas? D'accord, ça j'étais pas au courant pour le coup. Ce qui veut dire que tous les gars qui partaient, heureusement à l'époque, les contrats on les vendait 25, non? bien moins cher, on était à 25 je crois de mémoire, 25 ou 20 je sais plus.
Parce que ça, pour vous resituer, on est en 2014 à peu près. On est en 2014. Et donc là, je me retrouve avec quasiment plus de 300 000 euros à rembourser, avec des gars qui sont partis et qui veulent que je les rembourse parce que contractuellement, ils sont dans leur droit. Donc là, je me retrouve un peu dans la merde. Et heureusement, moi, pendant les 4 ans où j'avais déjà lancé Transacoto, j'avais déjà coffré pas mal de sous et je suis pas un mec qui dépense. La preuve, j'ai mis 15 ans pour acheter une Porsche. Alors j'aurais pu l'acheter il y a bien longtemps, mais j'ai jamais été un gros dépensier. Donc heureusement, comme j'avais de l'argent de côté, du coup je réinjecte toutes mes économies dans la boîte. Je fais un emprunt à la banque. J'ai un autre pote qui me prête aussi des sous pour que j'ai le montant nécessaire. Ça faisait quasiment 500 000 euros, toutes les dettes qu'il y avait entre les contrats remboursés, le compte de la boîte qui était en négatif, une partie de la TVA qui n'était pas payée, enfin bref, ça faisait quasiment un demi-million. Je fais tapis, j'emprunte de l'argent et c'est aussi ce qui fait que dans mon entourage et les gens avec qui j'avance, ils m'appellent toujours le guerrier. C'est que j'ai cette faculté, que ce soit dans les affaires ou dans le sport, parce que j'ai fait du foot, où quand je suis dans la merde, je cherche des solutions. Et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de dictons sur les entrepreneurs, sur Instagram ou ailleurs, où on dit que les entrepreneurs, quand il y a des problèmes, ils cherchent des solutions. Moi, je fais vraiment partie de cela. Les problèmes, ça me fait pas peur. Et dès qu'il y en a, bien souvent, j'arrive à trouver des solutions et je suis pas mauvais dans l'adversité. Donc même si là, c'est un montant à 6 chiffres et que c'était... Et pour vous situer, à l'époque, je venais d'avoir mon premier enfant, j'avais mon premier appartement, j'étais locataire. J'avais à peu près, je crois, 80 000 euros de côté. J'ai tout remis dans la boîte, plus dans l'emprunt, plus emprunté des sous à un pote à moi. Enfin, j'ai fait all-in comme jamais. Mais ça me faisait pas peur parce que je savais au fond de moi que j'allais m'en sortir, que mon business allait marcher et que j'allais trouver des solutions pour enflouer les caisses, rembourser la banque, rembourser mon pote et faire en sorte que ça marche. Donc là, on a fait en 2014. Et donc ensuite, je fais tapis, je remets l'argent dans la boîte, je continue à développer, je me remets à flot. Et en 2017, ça commence à redécoller. Là, je commence à rouvrir d'autres points de vente, ça repart un petit peu, mais ça n'a pas été facile. Et très bientôt, j'ai une vidéo qui va sortir avec Karl, où là vraiment j'explique vraiment tout le détail de l'histoire et on parle de beaucoup de choses, notamment de la boîte, du chiffre d'affaires, d'argent, etc. Là, c'est vraiment juste de vous donner un petit peu l'idée et mon parcours. Mais donc du coup, en 2017, j'arrive à être à flot, sachant qu'entre-temps, j'ai aussi un gros contrôle fiscal. Où les mecs qui sont venus, ils restent quasiment 2 mois et demi dans la boîte à tout éplucher. Ça arrive juste après que je remette le pied à l'étrier et que j'essaie de m'en sortir. Donc perdre 500K plus contrôle fiscal, c'était très compliqué. Mais pareil, j'ai fait face, je me suis débrouillé, finalement ça s'est bien passé, contrôle impeccable, pas de redressement, la boîte nickel, bonne gestion, impec. Et en fait tout ça, le fait de m'être fait escroquer entre guillemets, le fait d'avoir perdu beaucoup d'argent, d'avoir eu des contrôles fiscaux, toutes ces choses-là, c'est ce qui m'a aussi aguerri en tant qu'entrepreneur. Et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'aider d'autres entrepreneurs, puisque finalement toutes les galères que j'ai eues, c'est ce qui m'a permis d'avoir de l'expérience et c'est ce qui m'a permis de pouvoir savoir de quoi je parle. Puisqu'aujourd'hui, quand je vends des contrats, quand j'accompagne des entrepreneurs, que ce soit chez Transacoto ou sur les formations privées que je fais, c'est parce que j'ai déjà eu toutes les galères qu'un entrepreneur peut avoir. Je maîtrise pas mal de sujets. Et donc, finalement, quand tu es dans la merde et qu'il t'arrive des galères, vraiment, le proverbe « tout ce qui ne tue pas rend plus fort », c'est une réalité. En tout cas, pour mon cas, c'est vraiment concret. Donc voilà, j'ai mangé mon pain noir, on va dire, de 2014 à 2017. Mais bien évidemment, c'est un choix que je regrette pas parce qu'entre les 1 200 euros de la poste que je gagnais, même en étant dans la merde, une fois que j'ai ressorti la tête de l'eau, j'avais toujours eu en tête de m'acheter une 911 parce que ça a toujours été un de mes rêves. Cette voiture, j'aurais peut-être pu l'acheter il y a 5-6 ans, mais par contre, j'ai toujours eu cette vision long terme en me disant que tant que ma boîte elle n'est pas solide, donc c'est pas costaud, tant qu'on n'est pas vraiment implanté comme les leaders sur le territoire, je ne vais pas dépenser de l'argent inutilement, même si j'aurais pu le faire, pour 2 choses. La première, c'est que la trésorerie, c'est le poumon de la boîte, donc même si j'aurais pu acheter une caisse sur la boîte, je ne voulais pas dépenser l'argent inutilement. Et la deuxième, c'est que l'argent perso que j'avais, je m'en suis servi pour faire de l'emprunt et aller faire du foncier et commencer à me créer un patrimoine, parce que ça c'est très important aussi. Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'acheter cette caisse, mais je suis quelqu'un de très réfléchi.
Donc j'ai passé quasiment plus de 10 ans à réinvestir systématiquement l'argent que je gagnais dans ma boîte, dans les systèmes, dans les outils, pour que ça, dans la communication, pour que ça se développe. Et ensuite, on est très vite arrivé à 50 points de vente. Et c'est là où Noéline est arrivée. Du coup, je peux arrêter de parler, parce que ça va être à ton tour de parler. Non, déjà, C'est ça. avant, on va passer voir une voiture, parce que j'ai peut-être une autre caisse dans le viseur, là, mais du coup, je vous emmène avec moi, on va aller checker la caisse. Mais on est du coup très vite arrivé à 50 points de vente. Mais donc voilà, grosso modo, mon parcours de rien à 50 points de vente, pour faire simple, c'est un mec qui est facteur, qui livre des colis, qui gagne 1200 €, qui adore les voitures, qui est motivé, qui démissionne, qui monte sa boîte, qui vend sa voiture, qui fait un petit prêt quand même, parce que j'en ai eu besoin pour lancer. Faudrait la que tu mettes structure. la photo aussi quand tu étais à la poste. Même il y a Olivier Tchel Ouais, aussi. Olivier Parce que qui pour est- la petite histoire, Olivier, tu l'avais connu à la poste, c'est Ouais, ça? c'est Donc vrai, Olivier, qui c'est est un des franchisé. plus anciens Ouais, c'est le plus franchisés. ancien. Parce que quand j'ai monté la franchise, en fait, et lui bossait à la poste avec moi, je savais que c'est un mec qui était smart. Je lui ai dit arrête de te faire chier pour 1200 €. Je lui ai dit moi mon truc ça va cartonner. Je lui ai dit viens, je te paye la boutique, je te mets tout en place, t'as juste à démissionner. Je fais tu verras, tu vas gagner plus d'argent. Et il m'a fait confiance Et il est toujours là. et il est toujours là. Donc ouais, il y a plein d'histoires comme ça. Enfin franchement Transacoto c'est une histoire de malade, il y a vraiment trop d'histoires. Mais grosso modo c'est ça, ouais, c'est petit facteur qui livrait des colis, 1200 €, passionné de voiture, qui a eu plein de galères. Mais qui n'a pas lâché l'affaire, ultra déterminé. J'ai fait du foot pendant très longtemps quand j'étais petit à un bon niveau et je pense que ça m'a aussi donné la culture de la gagne. Je suis un battant et je pense que toutes ces choses-là, il y a vraiment des gros parallèles entre le sport et le business et c'est vraiment ce qui m'a nourri, ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis de ne pas lâcher l'affaire parce que croyez-moi, quand tu montes une boîte que tu as créée avec ton cœur, que tu as mis tes économies sur la table, que tu connais rien à l'entrepreneuriat et que tu arrives, tu as un mec qui a 50 plus que toi, qui est un peu filou, qui connaît le business et qui vient et qui te met tapis et que tu te retrouves avec une ardoise de 500K, je vous assure, hein, sans faire le mec, je pense que la moitié des gens, ils se tirent une balle ou ils se prennent. Ils auraient abandonné. Ouais, mais je pense même qu'il y a des gens qui seraient foutus en l'air parce que tu as des gens, quand Mm. ils sont à moins de 2000 €, ils sont en dépression, tu vois. Donc quand tu sais que tu as 500 000 € à redresser, à refaire sortir, je pense que tu as plein de gens, sans faire de blague, je pense que tu as plein de gens qui se seraient butés. Mais voilà, moi j'ai un mental de guerrier, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai réussi à inverser la tendance. C'est ce qui fait aussi que sur LinkedIn ou sur Instagram, j'aime bien faire des posts un petit peu motivants, etc. Parce que moi, comme dit Booba, les gens parlent d'amour, mais moi je parle de ce que je connais. Donc sur mes réseaux, je parle de ce que je connais. Et quand je mets des phrases, c'est parfois peut-être des phrases bateau, mais en tout cas qui sont réelles et qui sont concrètes, où je sais que chacun peut changer de vie. On peut tous prendre un virage à 360 à partir du moment où on en a envie et qu'on s'en donne les moyens. Et ça, c'est important parce que c'est mon vécu qui parle. Ah oui, on va aller voir la voiture. aller voir Tu sais la quoi, voiture. on va aller voir la caisse. Ouais. Parce que là, j'ai fait un monologue de je sais pas combien de temps. On va aller voir la caisse. Et comme ça, juste après, je vais vous expliquer comment Noéline Comel, je vais vous mettre son LinkedIn juste ici, est arrivée dans l'aventure Transacoto. Mais tu vois quoi que ta pose de mannequin là? Je sais pas, j'ai mal aux yeux. Ok, bon, alors du coup, ce qu'on fait, on va aller voir une caisse, on vous emmène avec nous, et après je vous raconte comment Noéline elle a atterri dans la boîte. Donc là, direction BM. Bon, ok, j'ai spoil. Du coup, ils vont savoir que c'est une BM, mais c'est pas grave parce que je suis pas sûr de l'acheter, mais c'est une caisse qui m'intéresse. Et pour la petite histoire, la concession où on va, enfin la personne qui m'a contacté pour me dire, viens voir, on a une caisse qui peut t'intéresser parce que on échange régulièrement. C'est un ancien stagiaire à moi, peut-être je l'ai pas connu. Stagiaire de quand t'étais en agence ou? Ouais, quand j'étais à Saint-Maur. Ah À oui, l'époque, c'était vraiment au début, c'était il y a longtemps. Ok. Vraiment, je l'ai connu, il était bébé, il avait 17 ans, David, là il doit avoir 26 ans, je crois. Et donc David, qui était un de mes stagiaires, là il bosse chez BM, et donc il m'a appelé pour me dire qu'il y avait une caisse intéressante de passer la voir. Donc là, malheureusement, il ne sera pas à la concession parce qu'il est en vacances, mais il m'a fait un message pour me dire passe en concession, on a une caisse qui peut t'intéresser, etc. Clap pour la vidéo. Merci. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, tu vois, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Ah, c'est celle-là? T'en penses quoi? Elle a une gueule, mais ouais, je sais pas, la couleur t'aimes bien? Bah ouais, vert, ça change, je trouve. En plus, avec le carbone, là, c'est énervé. Sachant que moi, je sais pas, mais on doit être beaucoup à penser comme ça. Quand elle est Par contre, elle a sortie, une belle finition. moi, la nouvelle calandre, là, j'aimais pas trop. Et en fait, à force de la voir, ça passe. Ah oui, je me souviens, il y avait eu des vidéos TikTok Même où il y ils avait mettaient des- les évolutions des calandres, Bah ouais, des il y avait trucs grave des énormes débats, là. tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette. Non, là, franchement, elle a une gueule. Hein. Mais en fait, moi, je me suis grave habitué à la calandre. Grave Et une avec gueule le quand carbone, je même. trouve que ça fait.
Là, c'est bizarre parce que dans la vidéo, ça fait un peu des reflets bleus. Je sais pas si tu vois. Alors qu'en vrai, elle est vraiment plus verte, tu vois. Dans la peinture, tu veux dire? Ouais, tu vois pas? On dirait qu'elle est un peu chromée. Moi, en tout cas, je trouve que ça change. Après, Non, David, franchement, elle a une gueule. David, il m'a dit, ouais, elle est verte et tout, mais franchement, faut que tu passes la voir. En vrai, elle est mieux qu'en photo. Et pareil, le seul petit reproche que je peux faire à cette caisse, c'est qu'ils ont mis du 20 à l'arrière et du 19 à l'avant. Je sais pas si c'est pour la motricité ou quoi, mais j'aurais préféré qu'il y ait du 20 devant et derrière, tu vois. Je trouve que la roue devant, elle fait un peu petite par rapport à la caisse. Là, derrière, ça fait. Mais franchement, le boule, il est badass. Attends, parce qu'il faut que je cadre. Je suis pas une pro du cadrage, hein, vous m'excuserez. Passe. Franchement, Ah, elle a une bonne gueule quand même. l'arrière, moi, je suis fan. T'aimes ou t'aimes pas? Non, franchement, j'aime bien. T'es une mytho, t'as dit que t'aimais pas la couleur quand t'es rentré. Je suis pas fan, mais franchement, ça passe bien. Sur les caisses sportives comme ça passe bien en vrai. Pour une voiture basique. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la config, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Moi, perso, je trouve que ça change. En plus, avec l'intérieur qui est un peu camel et noir. Ouais. Bon, elle est fermée. Attends, la grosse tête de Noéline. Et l'intérieur comme ça, là, je trouve que c'est pas mal. Là, je suis désolé les gars pour le cadrage, mais la calandre en carbone avec la lame, je trouve que c'est énervé. Donc bon, dans tous les cas, je ne vais pas l'acheter aujourd'hui. Là, je suis juste venu la voir. Je vais attendre que David y revienne pour voir avec lui les éventuelles modalités. Et si jamais je passe à la caisse, voilà, je vous ferai une petite vidéo, que ce soit celle-ci ou une autre dans tous les cas. Ouais, forcément, ce qui me permet aussi de pouvoir venir regarder ce genre de voiture et de potentiellement les acheter, c'est parce que j'ai une boîte qui tourne bien et que je peux me permettre maintenant d'acheter ce genre de voiture. Et c'est pas que pour ça, parce qu'il n'y a pas que les voitures, il n'y a pas que les caisses dans la vie, mais ce qui fait aussi que je dis souvent aux gens qu'il faut entreprendre, c'est parce que ça permet de faire des choses que tu peux pas forcément faire quand t'es salarié. Il y a des salariés qui peuvent s'acheter ce genre de caisse, mais il y en a beaucoup moins en termes de proportion par rapport à des entrepreneurs, c'est une certitude. De toute façon, tu t'en fous, tu roules en GT3 et en RS6 toute la journée sans les payer, donc elle ça va, elle a les bons côtés des choses. Elle gère pas les emmerdes et elle roule dans des grosses caisses. Bon allez, c'est bon, on a vu, on peut bouger. Voilà, bon, on a vu la petite caisse, nous on va... Nous on fly, direction la direction. Je dis souvent que l'argent, ça change pas les gens, ça révèle juste leur vraie personnalité. Et moi en fait depuis tout petit, quand j'avais des scooters ou quand j'avais des trucs, peu importe ce que j'avais, je partageais, je prêtais mes vélos, même mes voitures avant, ma Golf 3 6, etc. J'ai toujours prêté à mes potes qu'on me demandait, j'ai pas de souci avec ça. Et aujourd'hui, même si mes voitures elles coûtent plus cher, c'est la même chose, j'ai pas de mal à les prêter aux gens que j'apprécie. Parce que pour moi ça reste un objet, j'ai pas d'affect avec ça, c'est un objet, ça a assuré, voilà, s'il y a un carton, il y a l'assurance. Mais ce qui compte c'est de faire kiffer les gens. Et donc c'est ce qui fait que régulièrement j'ai des potes à moi à qui je prête mes voitures ou des employés comme Noline, sachant qu'elle c'est mon gars sûr. Elle conduit toutes mes caisses et voilà, donc c'est aussi le partage au quotidien. On va juste espérer qu'elle me fasse pas une jante comme sur l'Audi RS6. Mais non. Donc, théoriquement ça va bien se passer. Je tiens à préciser que j'avais fait 3 heures de route, j'étais fatiguée, je m'étais fait arrêter par les flics le matin. Ah, c'est vrai, journée, elle avait des circonstances atténuantes. Bon. J'aime trop le son. Et du coup Noéline elle est arrivée quand j'avais 50 quand j'ai atteint les 50 points de vente. Là je sentais que ça devenait compliqué à gérer parce que j'avais les commerciaux de mes agences qui faisaient commerciaux et un petit peu animateurs en support. Mais c'était plus tenable, là fallait vraiment que je me staffe et du coup je me suis dit de quoi j'ai besoin. Donc il fallait que j'ai une personne qui coordonne un petit peu toutes les agences
il fallait que j'ai ensuite des animateurs qui soient dédiés à chaque région. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai mis en place mon plan pour aller recruter mon équipe, pour préparer le développement qu'on allait avoir. Parce que je sentais que ça allait péter. Et en plus, pour la petite histoire, Comme disent les jeunes, ça allait péter. Je me souviens quand je suis venue à l'entretien, tu m'avais montré ton téléphone et t'avais genre plus de 2000 appels en absence, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Je me souviens, ça m'avait marqué. Et d'ailleurs, moi je suis très actif sur LinkedIn. Je vous remets mon LinkedIn ici là, pour ceux qui ne me suivent pas sur LinkedIn. Tu vas me faire le tour là, y arriver là. Et Noéline, du coup, j'ai été la pécho sur LinkedIn. Bon, pécho professionnellement, j'entends. J'étais la pécho sur LinkedIn parce que je me suis dit, il me fallait quelqu'un qui avait l'habitude justement de travailler en équipe. Je sais même pas comment t'as fait pour me trouver. Parce que franchement, j'étais pas du tout active. J'avais trois relations. J'avais juste une photo et mon CV. Alors, la vérité, ah si, non, mais je crois que je te l'avais dit en plus. Que j'avais une copine à moi qui bosse chez Inditex. Ah. Je l'avais dit ou je t'ai pas dit? Non, tu m'as jamais dit. Putain, carrément, tu vois, je sais. 2 ans après, je connais la vérité. Et en fait, j'ai une copine à moi qui bossait chez Inditex et qui m'avait dit justement que le magasin où t'étais, c'était pas ouf, que toi tu kiffais pas spécialement. Et moi, C'est qui ta copine? et ça correspondait. Je dois taire son nom devant les caméras. Ah, ok, bon, on dirait. Mets-toi là devant la clé. Attends, il y a l'autre là qui recule. Et bref, c'est comme ça que j'ai recruté Noéline. Donc on met l'essence là vite fait et Noéline vous explique comment elle est passée du textile aux voitures avec Transacoto. Bon, pendant que mon pompiste préféré met l'essence, même quand je l'ai recruté déjà, j'ai fait marcher mon réseau. Parce que j'ai dit que je cherchais quelqu'un qui savait manager du monde, qui était à l'aise et qui avait, je dirais, une appétence commerciale parce que c'est important pour ce qu'on fait. Et donc j'ai fait marcher mon réseau, on m'a donné cette petite piste et j'ai été chercher Noéline qui est juste là, qui maintenant elle est devenue pompiste aussi. Je te jure. Mais, je multifonction chez ouais, donc quand elle est arrivée, on était à 50 boutiques. Ouais, il y en avait 10 en cours. Et je lui ai dit, j'espère que tu es prête parce qu'on va tout niquer. Ouais, je me souviens. Donc ça c'est pareil, c'est quand vous montez une boîte, quand vous êtes dans un projet, c'est important d'avoir une vision qui soit claire et de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et après, la deuxième partie, c'est une fois que vous savez où est-ce que vous voulez aller, c'est comment vous mettez en place votre roadmap, quelles sont les étapes que vous allez faire justement pour atteindre votre objectif. Donc quand Nono est arrivé, moi je lui ai dit voilà, on va faire ça. Et c'est exactement ce qu'on a fait parce qu'après, je te laisse raconter là. C'est même plus parce qu'au final... Ouais, on a fait plus que ce qu'on avait prévu. Franchement, ça a explosé. Hein. Je me souviens en octobre, donc ça faisait, je suis arrivée en juin, donc ça faisait à peine 6 mois que j'étais là. Et on a signé 40 contrats. Donc là, c'était vraiment le feu pour moi parce que du coup, je suis toute seule sur la partie onboarding. Et après, en janvier 2024, c'est là qu'on a signé les plus de 100 agences. Donc on était arrivé à plus de 200... T'as combien de litres dans ta caisse là? Elle a le gros réservoir, je crois que c'est 90 litres. Ah ok, donc là, ok, parce que là c'est tout ça. Mais pourquoi ça fait clac-clac? Ça me vénère quand ça fait ça. Comment on fait les gars, si quelqu'un sait? Moi je sais que je le mets Dites-moi là dans les en commentaires comment on fait pour pas que ça fasse clac-clac-clac là. Je sais pas, c'est chiant. Parce que j'avoue c'est relou. Mais ouais, parce que de base on voulait juste atteindre les 100. Ouais, et même quand on a signé la 100e agence, on a été un peu, je dirais, un peu dépassé, mais on est très vite après arrivé à 200. Très vite. Et franchement l'année 2024 c'était vraiment le feu parce que... T'as vu comment je maîtrise le changement de caméra? Ouais, on va dire ça. Vas-y, je t'ai coupé. Mais on est très vite arrivé aux 200 et après du coup l'année 2024 c'était vraiment le feu parce qu'on était 4. Il y avait du coup Mickaël, il y avait moi, il y avait Nico sur la partie développement et il y avait Alex qui était à moitié développement, à moitié animateur, qui gérait du coup un peu tout le monde. Grosse dédicace à Alex, notre couteau suisse. Je sais pas s'il est déjà été une vidéo, Alex. Bon, on fera d'autres vidéos, vous le verrez, mais Alex c'est un mec il aime pas trop les caméras, autant moi je suis à l'aise et j'aime bien, on va pas se mentir. Autant lui c'est un mec il est grave discret mais il est efficace de dingue dans son taf et c'est un de mes meilleurs soldats aussi dans l'aventure Transacoto. Non franchement c'était le feu mais ce qui a fait notre force aussi c'est qu'on s'est tous entraînés. Quand moi j'étais en galère les mecs ils m'aidaient, quand après c'est la partie d'Alex où du coup tout le monde a commencé à ouvrir, j'ai commencé à l'aider. Non c'était le feu parce qu'on était vraiment sous l'eau, on avait trop de demandes et du coup tout le monde mettait la main à la pâte en fait. Donc c'est aussi ce qui fait notre force. Moi je me rappelle il y avait même des gars qui me disaient, ils étaient choqués de m'avoir moi au téléphone. Ouais. Alors que non en fait moi je suis le patron mais quand moi j'ai commencé en vendant des voitures donc si tu veux je sais d'où je viens
Et c'était aussi plaisant d'avoir les gars au téléphone et d'échanger avec eux sur leurs projets et tout ça. Maintenant, c'est plus possible parce que je gère vraiment trop de choses. Mais il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, c'était faisable et c'était cool. Ouais, franchement, c'était Mais c'était une pourquoi, belle expérience. Hein. pourquoi dès qu'on fait des vidéos avec toi, il y a toujours des policiers pas loin? J'en sais rien, ils me suivent, je crois. Je suis mentille. À chaque fois qu'on fait des vidéos avec elle, où il y a la police qui arrive, ou sinon elle se fait arrêter, il y a toujours un truc avec les keufs. Donc là ça va, elle roulait pas vite, donc normalement on va rentrer entier. Ça c'est mon petit son du moment. Et en plus j'étais persuadé que Nouline, elle avait déjà conduit la GT3, mais elle m'a dit que non, c'était la première fois. J'étais persuadé qu'elle avait déjà conduit, mais non. En fait elle était déjà montée avec moi, mais elle n'a pas conduit. Ouais, c'est ça. Ce son il me dette. Mais je crois que je suis un fanboy. Tous les sons de Joey Deltulé, je kiffe. Ouais, je disais avant de faire le DJ, donc j'ai fait marcher mon réseau pour recruter Noline. Et donc pareil, l'importance du réseau, c'est grave important. Noline qui était chez Pull&Bear et qui était directrice de magasin. Ouais, je suis restée 8 ans du coup chez Pull&Bear. Et pour vous raconter un peu ma vie, j'ai commencé en vendeuse 24 heures à l'époque. J'ai un peu gravi les échelons, sachant que j'ai aussi géré une équipe très jeune, parce qu'à partir de 21 ans, j'ai commencé à gérer donc une équipe de 20 personnes à peu près. Donc voilà, puis après j'ai fini directrice au bout de 6 ans à peu près, 6 ans et demi. Ce que j'ai kiffé chez elle, c'est que quand je l'ai contactée, je lui ai expliqué un peu la franchise, ce que c'était, le poste, etc. Même si c'est un milieu qui était totalement différent et elle connaissait pas du tout Transacuto quand je l'ai contactée, elle a pas hésité. Elle n'a pas parlé chinois, elle m'a dit oui direct. J'ai même pas fait mon préavis. Ah ouais, elle est partie, elle est venue direct. Et franchement, ça j'ai grave apprécié. Et moi, je fais partie des gens où je pense que la confiance, en fait, ça se gagne pas. La confiance, ça se donne. Et après, c'est aux gens de la conserver. Et elle, je lui ai donné ma confiance directe. Et je vous cache pas que jusqu'à présent, elle me le rend super bien. Et non, je suis content de bosser avec elle. D'ailleurs, souvent, les gens, que ce soit ou dans la rue ou sur les réseaux, quand ils me félicitent, je le répète peut-être pas assez souvent, mais c'est grâce à Noéline, c'est grâce à Alex, enfin tous les gens qui font partie de l'équipe, que la boîte elle se développe, que la boîte elle tourne et que moi je peux afficher entre guillemets tout ce que je mets sur les réseaux, mais il y a un gros travail de fond dans l'ombre que toute la team est fait et franchement ça c'est lourd. Bon, et le resto où on va manger, c'est le resto d'un pote à moi en plus. Moi je kiffe donner de la sephore aux gens que je connais et en plus c'est bon. Bon, le boss il est arrivé. Et Kenneth, c'est aussi un mec de mon quartier qui a monté son resto et donc comme je dis souvent, on donne de la force aux gars qu'on connaît. Mais dis-leur que toute la rue c'est les gars de ton quartier. Ouais, c'est vrai qu'il y a dans la rue là, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ah lui aussi c'est mon pote, lui aussi c'est mon pote. Et c'était aussi à un moment donné l'avenir du club. Il devait nous faire monter en Ligue 1. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est pas grave, on a trouvé d'autres métiers. Bon, il fait beau, donc on s'est mis en terrasse finalement. C'est bizarre ce réflexe que j'ai de tordre mon corps pour alors que la caméra même comme ça, je crois qu'elle me voit. Donc je disais on mange et on se reprend juste après pour vous raconter un petit peu la suite de mon parcours. Bon, on a bien mangé et on s'est quitté sur quoi tout à l'heure? Ah ouais, sur quand on est passé à 100 agences. Et en fait... Non, 200 même. Ouais, mais on n'a pas détaillé sur les 200, mais je vais plutôt parler de comment on est arrivé déjà de 50 à 100 quand toi t'es arrivé. Et peut-être ce qui a fait la différence, parce que souvent les gens ils pensent que la boîte elle tourne comme ça depuis des années, mais bon, je vais pas me plaindre, mais moi pendant 10 ans j'ai bien gagné ma vie, déjà avec mes agences et avec le petit début de développement de la franchise, même quand on avait 30, 40, 50 points de vente, j'avais déjà une vie qui était cool. Mais la vie que j'ai aujourd'hui par rapport à celle que j'avais il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. La boîte elle a vraiment explosé, il y a 3 ans et demi. Ouais, elle a explosé il y a 3 ans et demi. Pendant un an et demi, j'ai réussi à gérer tout seul avec Alex et Nico et les 2 apprentis que j'avais à l'époque. Ensuite après, Noline elle est arrivée. Et ce qui a fait la grosse diff quand on est passé de 50, puis après à 100, et après on a fait 200
Les 200, je crois, on les a fait en 3 mois de mémoire, je crois. On était à 100 en début décembre, je crois. Oui, Début c'est ça. décembre, on était à 100 et on est passé à 200 en mars. Je crois. Janvier-février. Ouais, franchement, on a signé, enfin, on a fait En quasiment... l'espace de 6 mois, on a signé plus de 250 contrats. Ouais, franchement, là, ça a Ouais. vraiment été très, très, très vite. Et du coup, sur cette deuxième partie, moi, je me suis dit, de toute façon, il faut absolument qu'on se staffe et que ça soit beaucoup plus costaud. Il faut savoir que la franchise, moi, la manière dont je la conçois, je pouvais franchement gérer tout seul avec Noéline parce qu'on s'en sortait plutôt bien sur toute la partie administrative, l'onboarding et la partie métier, ça allait. Mais par contre, je voulais vraiment qu'il y ait un vrai suivi et que surtout les mecs restent ouverts, gagnent de l'argent et que ça fonctionne bien. Donc il fallait que je me staffe. Et du coup, là, j'ai dit à Noéline, on va recruter, j'ai recruté un peu plus de monde. Et c'est comme ça que j'ai mis en place ma petite roadmap. Donc souvent, j'en parle sur LinkedIn, mais la finalité de ce que les gens voient, c'est vraiment la mise en place de plusieurs choses. Et moi, je me suis dit, il faut que je recrute plusieurs animateurs. Ces animateurs, il faut qu'ils soient encadrés. Et ensuite, il faut que j'ai une personne avec qui je peux vraiment déléguer toute la partie vision de la structure, gestion, la partie financière. Parce que ça c'est ultra important. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es en hyper croissance comme ça, tu peux plus tout faire tout seul. Et donc, pour avancer plus vite, il faut du monde. Et donc là, je me suis dit, ou je prends une DG, ou je prends une DAF. Tu vois, donc pour ceux qui connaissent pas, DG c'est directeur général. Et DAF, c'est directeur administratif et financier. Exactement. Et c'est les deux types de postes qui pouvaient m'aller. Le DAF, il est plus sur la partie finance et moi, la partie organisationnelle. Et moi, ça me permettait de plus rester dans l'opérationnel. Et le DG, il a plus une casquette où il maîtrise un petit peu tout. Il va être un peu moins dans la finance pure, mais il a quand même des grosses notions financières et il sait gérer une boîte sur la partie comptable et rentabilité. Et moi, j'avais vraiment besoin de me sortir de l'opérationnel de la boîte, entre guillemets, justement pour me consacrer à ce que j'aime bien faire, à savoir faire des vidéos, communiquer sur Instagram, communiquer sur LinkedIn, faire tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais prendre une DG. Et je dis bien une, parce que je voulais pas de mec. Et d'ailleurs, quand j'ai contacté le cabinet, il faut savoir qu'en France, tu n'as même pas le droit de dire que tu veux... Ah ouais tu peux pas dire que tu veux un garçon ou une fille pour un poste. Genre, c'est de la discrimination. Moi, j'aurais dit, je m'en fous. What? Je vous le dis, faites ce que vous voulez. Moi, discrimine, tant pis. Je discrimine, moi, je veux une femme. Parce qu'on évolue dans un univers d'hommes. Et je pense qu'avoir une femme qui vient avec une perception un petit peu différente, déjà, ça amène aussi un peu de douceur dans la boîte. Et le fait de travailler avec que des mecs, souvent, quand tu as des gars qui ont des postes à haute fonction et puis des franchisés qui eux ont leur business qui tourne, parfois peut y avoir des frictions, un peu de testostérone, etc. Alors je dis pas que il y en a pas ou il y en aura pas avec Blanche parce que quand il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord avec les franchisés, il peut toujours rien avoir. Mais je trouve qu'avec les femmes, on désamorce quand même plus vite les problèmes et donc je voulais une femme. Et puis c'était aussi parce que justement quand on a beaucoup d'hommes dans le réseau, c'est un peu pour contrebalancer. Mais avant tout, il me fallait une femme, mais compétente. Je n'aurais pas pris une femme pour prendre une femme. Je voulais une femme compétente. Je savais grosso modo ce que j'avais targeté, donc avec les critères que je voulais, les années d'expérience, etc. Et donc je me suis dit, on va recruter des animateurs. Ensuite, il me faudra une personne au-dessus de ces animateurs qui va les encadrer. Et après, au-dessus, il me faudra un directeur général ou donc une directrice générale avec qui je vais bosser, qui elle va me gérer vraiment toute la boîte. En fait, on a vraiment tout réorganisé pour que chaque personne ait des postes bien attitrés, parce que avant son arrivée, on était tous un peu des couteaux suisses. Et c'est là où je parle de structure, de vision, de roadmap et du fait d'être bien organisé. Une fois que tu t'es dit, voilà, moi je vais monter la boîte de telle manière, avec une organisation comme ci, comme ça, tu mets les moyens en place. Et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, la façon dont on fonctionne, c'est le résultat de tout ce qu'on a mis en place. Notamment au niveau communication. Moi plus j'étais visible sur YouTube, Instagram, LinkedIn, ça nous a vachement aidé. Donc ça c'est un gros plus pour nous. Et un des gros, je dirais, une des choses qui vraiment a fait le succès de la franchise et ce qui a fait qu'on s'est développé très fort sur 6 mois à la fin de l'année 2024, c'est que quand je venais le matin, quand je venais bosser, ma priorité, c'était que mes franchisés ils cartonnent. J'étais obsédé par ça, c'est que les mecs ils aient des résultats. Et en fait, quand on s'est attelé à ça, donc avec Noéline, les animateurs,
c'était vraiment leur mission quotidienne. Tous les gars ont commencé à avoir des résultats. Enfin, on en avait déjà, mais je dis ça dans le sens où les nouveaux avaient très vite des meilleurs résultats ou des résultats aussi bons que ceux qui étaient là depuis 3, 4, 5 ans. Et ça, c'était une des clés, parce que dès que les mecs ont commencé à cartonner, bah, bizarrement, même si le marché automobile et le secteur de ce qu'on fait, c'est quand même un secteur d'activité qui est très grand, il y a eu beaucoup de bouche à oreille en fait. Tu vois, Ouais, c'est vrai, ça c'est vite. tu sais, des gens qui nous contactaient de la part d'un tel ou d'un tel parce qu'ils avaient eu vent qu'un tel cartonnait chez nous, etc. Et c'est comme ça que ça a fait un effet boule de neige et qu'on a tout explosé. Donc voilà, grosso modo, moi de base, j'étais juste un gars qui voulait vendre des voitures. Et puis de fil en aiguille, on a réussi à monter une structure qui tourne bien, qui est intéressante, où les gens qui nous rejoignent gagnent bien leur vie. Mais tout ça, en fait, c'était juste de la rigueur, de l'organisation et faire des choix. Et des choix aussi qui parfois coûtent cher sur LinkedIn ou même les gens qui me contactent pour ma formation, parce que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise que j'accompagne. Quand je leur dis le prix de ma formation, quand je leur dis ce qu'il faut débourser pour avoir notre accompagnement et ce qu'on peut faire avec eux, des fois les mecs me disent c'est trop cher. Mais dans la vie de façon générale, quand tu vois les choses en grand, ce que tu vas dépenser est bien souvent pas proportionnel, mais t'en as pour ton argent. Ce que je veux dire, c'est que si tu payes quelqu'un pas cher, tu feras pas des millions de chiffres d'affaires ou tu ne seras pas millionnaire si tu payes des gens pas chers, parce que les gens pas chers en général ils sont moins compétents que les gens chers de manière globale. Et donc ça veut dire que sur chaque poste où j'ai recruté, j'ai essayé de prendre les meilleurs. Blanche, elle a été directrice générale chez GoPro. On a Claire qui nous a rejoint, qui est directrice réseau. Elle était avant chez Botit, qui est l'une des plus grosses franchises en France dans le domaine de la remise en forme et électrostimulation. Et pour moi, c'était important d'avoir vraiment des personnes qui soient ultra compétentes sur chaque poste. Ouais, qui ont une bonne expertise aussi de la franchise. Et ces personnes-là, elles coûtent cher. Donc ça veut dire que à partir du moment où toi tu as des objectifs personnels ou professionnels, si tu mets pas les moyens en face de tes objectifs, tu n'y arriveras pas. Et ça marche dans tous les cas, même dans la vie courante. Donc je pense que la rigueur, elle est ultra importante. Mais après, quand tu as une boîte, le fait de mettre des moyens financiers en face pour atteindre tes objectifs, c'est vachement important. Et c'est ce qui me permet moi aujourd'hui d'avoir du temps libre. C'est ce qui me permet de faire ce que j'aime bien, savoir faire des vidéos comme on le fait là, vous expliquer un petit peu mon parcours, pourquoi, comment. Et puis voilà, quoi. Faut rester focus sur ce qu'on veut, se donner les moyens et après théoriquement ça fonctionne. Mais en tout cas, franchement on se remet en question tout le temps et si aujourd'hui on en est là et que la boîte fonctionne, c'est parce qu'on est tout le monde, hein, que ce soit Noéline, moi, Blanche, Claire, on est tous vraiment ultra exigeants déjà avec nous-mêmes. Et vraiment, on veut faire en sorte que tous ceux qui nous font confiance réussissent. Je pense qu'il fait la diff aussi, c'est que on pourrait être une tête de réseau qui écoute pas forcément les franchisés, qui écoute pas leur avis. Tu sais, on pourrait faire les choses, voilà, c'est comme ça. Faire la dictature. Et au final, comme on demande vachement l'avis. beaucoup de réseaux de franchise en vérité. C'est ça, on demande vachement l'avis des franchisés. Moi, je sais que les gars que je suis, je leur dis souvent, si tu vois qu'il y a des choses à réadapter, n'hésite pas à me tenir au courant. Comme ça, moi, ça me permet de changer pour les autres. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on est quand même assez à l'écoute. Ça, il y a plein de trucs. Vous devez le voir pour ceux qui me suivent sur LinkedIn ou sur Instagram. Mais on est le seul réseau de franchise à avoir fait un comité de pilotage où les franchisés participent aux décisions qu'on prend, etc. Donc, et puis pareil, moi, j'ai toujours voulu monter une boîte qui soit pas à mon image. Je me suis jamais dit je vais faire une boîte à mon image. Mais en fait, je vis ma vie professionnelle comme je vis ma vie personnelle. Et en fait, j'ai vraiment besoin que les gens avec qui je travaille dans mon univers pro, faut que ça soit chill, faut que ça soit des ententes qui soient sincères. Et donc, il faut de la transparence, il faut du dialogue, il faut de la confiance. Et ça, moi, j'ai ce besoin de le reproduire dans mon écosystème professionnel. Donc, c'était inconcevable de faire une franchise où j'allais faire le dictateur. D'ailleurs, au début, tout le monde m'a dit que ça n'allait pas être possible de fonctionner comme ça. Et j'ai réussi à prouver le contraire. Je pense qu'on est les seuls à vraiment avoir cette ambiance-là et ce mood-là dans la boîte. Parce que je l'ai créé, je l'ai conçu avec mes valeurs, j'ai pas lâché le steak et ça a payé. Et c'est la preuve qu'on peut être à la fois cool et faire un truc qui fonctionne bien. Puisque être cool, ça veut pas dire ne pas être ferme, ne pas être rigoureux. On sait faire les deux et ça a fait
Ça a fait la diff. Si jamais ça vous plaît, pensez à vous abonner. Ça donne toujours un peu de force et c'est cool. T'as combien d'abonnés là? Un peu plus de 1500 je crois. Ah ouais, Donc, ça, t'as pris vite. ouais, je sais pas si c'est vite ou pas, parce que quand tu vois des mecs qui ont 100 ou 150K, Oui, mais bon, en ça fait on des s'en fout. années. Nous on veut une audience de qualité, on n'est pas là pour faire de la quantité. Après, plus on sera nombreux, mieux ce sera, bien évidemment. Donc voilà, pensez à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, prochaine vidéo, ça sera sûrement celle de notre convention qui aura lieu à Bordeaux Ah, ça bientôt. va arriver vite. Donc, on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous et merci pour la force sur les réseaux. Salut. Ciao.